à ma droite, Antonin Bergeaud. Je vais essayer de le présenter, mais il y a beaucoup de qualifications. Donc en gros, c'est un économiste, hein, c'est un spécialiste de la croissance économique, hein, effectivement, et de l'innovation. Il est professeur à HEC, chercheur associé à la LSI, la London School of Economics notamment, membre de l'Innovation Lab du Collège de France, par exemple aussi, j'en oublie. Il y a le CERP aussi, qui est un CEPR, pardon, qui est d'ailleurs pas très loin d'ici à Saint-Germain, effectivement, qui travaille sur les questions de perspective économique. Bon, Antonin Bergeaud aussi a reçu le prix du meilleur jeune économiste 2025, donc félicitations Antonin. Et ses travaux portent bien sûr sur la croissance, mais plus spécifiquement sur les questions d'innovation technologique, les déterminants. Alors, en introduction, peut-être un peu en lancement avant de passer et d'avancer, la France, l'Europe décrochent en termes de croissance et de capacité à innovation. Je pousse un peu quelques poncifs un peu et que l'économiste pourra questionner, bien sûr. Et parallèlement, des nouveaux marchés s'ouvrent, dont notamment celui de la donnée, hein, qui sont assez mystérieux dans ses déterminants, dans ses dynamiques. Alors peut-être ou peut-être pas. Finalement, on a tendance à penser que tout nouveau marché va fonctionner différemment. C'est peut-être pas forcément le cas, je ne sais pas. Mais comment se fixe un prix? C'est ce qu'on entend souvent. Comment effectivement se régule la concurrence sur les questions économiques. On viendra après aux questions plus juridiques avec Guillaume Favre puis Thomas Dautieux. Et quelles vont être les marges de manœuvre un peu des acteurs petits et grands, publics et privés. Voilà, on a très envie de vous entendre sur toutes ces questions sur lesquelles on tombe souvent finalement au GF2I notamment. Bon, donc merci beaucoup déjà pour cette présentation et bonjour à toutes et tous. Donc je vais pas être trop long même s'il y a eu beaucoup de questions assez complexes. Alors je suis macroéconomiste, donc l'avantage en macroéconomie, c'est qu'on regarde les choses d'assez loin et on a accès finalement aux résultats de tout un tas d'échanges et de mécanismes microéconomiques qui, à la fin, il faut pouvoir expliquer. On ne peut pas nier, par exemple, que la croissance européenne est assez faible. On peut penser qu'on fait plein de choses pour l'innovation, qu'on a plein de start-up en IA. Néanmoins, on n'a pas d'effet sur la productivité européenne, française en particulier. Et donc l'avantage, finalement, mon rôle est un peu plus facile, c'est que j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Et puis après, évidemment, il y a plein de cas particuliers qui vont venir me contredire. Mais globalement, il y a des éléments qui sont produits en Europe depuis le milieu des années 90 qui ont fortement finalement pénalisé notre productivité, notamment si on se compare aux États-Unis, qui eux ont, en fait, partant d'un niveau similaire en 95 avec l'Europe, finalement réussi à continuer à avoir une productivité relativement dynamique, même si elle n'est pas assez dynamique d'après eux. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'inquiétude là-bas, mais pour nous, elle est encore moins. Donc finalement, on est encore, on peut déjà commencer par se comparer. Alors pourquoi? Donc il y a beaucoup d'explications, mais une explication qui nous intéresse et qui est souvent celle qui est mise en avant, c'est l'arrivée du numérique. Et donc pourquoi le numérique finalement a pénalisé la productivité en Europe et pas aux États-Unis? C'est lié justement aux spécificités de ce secteur et notamment son impact sur la concurrence. Donc en fait le numérique repose beaucoup sur des données, encore plus aujourd'hui. Les données sont en économie, on appelle ça un bien non rival. Peut-être que c'est un terme aussi qu'on utilise dans d'autres domaines, mais ça veut dire qu'en fait vous avez plusieurs personnes peuvent l'utiliser en même temps. C'est pas un actif normalement physique. On peut pas utiliser une voiture en même temps ou une usine en même temps avec plusieurs entreprises. La donnée théoriquement oui, ce qui fait qu'elle génère un mécanisme assez nouveau en économie qui est ce qu'on appelle un rendement d'échelle croissant. C'est-à-dire que plus on a de données, en fait plus elles vont démultiplier leur effet, parce que comme on peut être plusieurs à les utiliser déjà, vous en rajoutez, en fait vous n'excluez pas les autres de l'accès aux données. Donc ça c'est l'aspect on va dire positif. Et a priori d'ailleurs, quand on met ça dans des modèles économiques, finalement, on se dit que le numérique, ça doit avoir des effets énormes. Mais l'aspect négatif, c'est qu'en fait, c'est très facile, avec les données, en fait, d'exclure les concurrents. Pourquoi? Parce que par rapport aux actifs qu'on a l'habitude de manipuler, donc, prendre un exemple très bête, la seconde révolution industrielle repose essentiellement sur le secteur industriel. Donc, vous avez un concurrent qui produit une voiture ou un avion ou n'importe quel actif qui est meilleur que le vôtre. Normalement, alors si vous arrivez à survivre à ce choc de concurrence, vos ingénieurs vont acheter la voiture en question, la démonter, passer quelques mois à faire des tests, et puis rapidement vous allez comprendre ce qui se passe, et puis finalement arriver à utiliser cet avantage de vos concurrents à votre faveur pour finalement redevenir vous-même dominant, ou alors d'autres entreprises vont le faire. C'est ce qu'on appelle les externalités positives de l'innovation. C'est d'ailleurs ce qui motive le fait qu'on pousse autant l'innovation par des subventions et des crédits d'impôt. Ça a marché longtemps, c'est ce qui a expliqué en grande partie la croissance dans le monde occidental. Avec les données, ça marche moins bien, parce que vous ne pouvez pas faire ce que je viens de décrire. Vous ne pouvez pas acheter un algorithme et regarder ce qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas télécharger une application et voir comment c'est fait. Et puis surtout, vous ne pouvez pas récupérer les données, en tout cas la plupart du temps. Et donc en fait,
ce mécanisme d'exclusion des données, il a complètement dominé l'aspect non rival des données qui aurait pu en fait générer énormément de croissance. Et ça explique en grande partie le fait qu'en Europe, on ait beaucoup de mal à construire un géant du numérique, parce qu'en fait, vous avez des géants déjà du numérique qui existent et qui ont une avance considérable et finalement ne distribuent pas d'externalités positives sur leurs concurrents. Et ce qui explique aussi pourquoi finalement on a moins d'innovation, en tout cas on a une innovation qui a moins d'impact sur la croissance, puisque cette absence de concurrence fait que finalement, au bout d'un moment, et en tout cas avant qu'il y ait une révolution disruptive comme celle qu'on connaît en ce moment, les entreprises qui sont leaders dans leur domaine et qui reposent leur avantage sur des données propriétaires, finalement, n'ont pas énormément d'intérêt à prendre des risques. C'est aussi pour ça qu'aux États-Unis, la croissance est relativement faible. Donc voilà, en gros, en quelques mots, comment nous, en macroéconomie, en tout cas, on réfléchit au rôle des données et au rôle des données notamment vis-à-vis de la concurrence. On n'a pas vraiment la solution. Je pense qu'elle n'est pas forcément économique, parce qu'en fait, enfin si, on a la solution, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver un moyen pour justement casser cet aspect propriétaire des données. Mais clairement, c'est pas voilà, tout ce que je décris là est parfaitement rationnel et toutes les entreprises agissent de manière très rationnelle. Donc c'est pas à l'économiste peut-être de répondre à cette question. Passons à Guillaume Favre, effectivement, donc, qui est avocat associé au cabinet Racine, effectivement, donc, qui est un expert reconnu en droit de la concurrence, en particulier sur des aspects de contentieux et de pratiques anticoncurrentielles. Hein, on commençait déjà à percevoir un petit peu ça dans le propos d'Antonin en se disant tiens, mais est-ce qu'on peut échapper au monopole et finalement aux pratiques concurrentielles dans ce marché de la donnée? Ce sera peut-être une des questions. Et des aides d'État et des procédures de contrôle, notamment des concentrations. Donc vaste question qui se retrouve un peu peut-être renouvelée. Vous avez représenté des entreprises aussi majeures devant l'autorité de la concurrence et la Commission européenne, grandes instances de régulation de la concurrence, notamment dans le secteur de la technologie, mais aussi de l'énergie et de l'industrie. Et quand on parle de droit de la concurrence et de données, il y a en réalité un très grand nombre de sujets différents, de questions différentes qui peuvent se poser. Et en introduction, je voulais juste en aborder deux pour montrer à quel point le droit de la concurrence peut en réalité parfois avoir des approches qui semblent contradictoires, même si la finalité est toujours la même, c'est-à-dire maintenir la concurrence sur un marché. Pourquoi contradictoire ? Parce que le droit de la concurrence peut à la fois appréhender des situations dans lesquelles le partage de données peut créer un risque de concurrence et des situations dans lesquelles la restriction d'accès à la donnée peut en créer d'autres. Si je commence par la question de la restriction de l'accès à la donnée, Antonin vient effectivement d'en présenter les sous-jacents économiques et le droit de la concurrence en réalité a essayé de s'adapter à la réalité économique du monde numérique et des nouvelles contraintes qu'il crée. Juste pour prendre un exemple, traditionnellement, on considère qu'une entreprise qui est dominante sur un marché peut devoir donner accès à une infrastructure que dans des conditions qui sont très strictes. La théorie des infrastructures est essentielle et ça suppose en particulier que vous démontrez que si vous n'avez pas accès à une infrastructure, aucune concurrence n'est permise sur un marché en particulier. Cette théorie-là, cette théorie des facilités essentielles, a été revue en droit pour le numérique, notamment dans les affaires qui concernent Google et Meta. Les autorités de concurrence ont développé un autre mode pour appréhender les problématiques d'accès aux infrastructures, et en particulier aux infrastructures qui permettent l'accès à la donnée. Et elles ont désormais établi une distinction qui est bien établie en jurisprudence entre les infrastructures ouvertes et fermées. Une infrastructure fermée, c'est une infrastructure qu'une entreprise se réserve pour elle-même. Personne n'y a accès et elle tire sa valeur de sa fermeture. Une infrastructure qui est ouverte, à l'inverse, tire sa valeur de son ouverture à des tiers. Et Meta, par exemple, le montre bien. En 2007, Meta, Facebook, comme il s'appelait à l'époque, a décidé de s'ouvrir à des tiers, des développeurs d'applications pour pouvoir créer des jeux, etc., sur Facebook. Ça a augmenté le temps que les utilisateurs passaient sur Facebook et donc la capacité pour Facebook de vendre plus de publicité. Et de la même manière, ils ont ouvert leur écosystème publicitaire à des tiers, des prestataires de services qui viennent rendre des services aux annonceurs. Et ça permet aux annonceurs d'investir en confiance sur Meta. Et donc, ça montre bien que la valeur de Meta
Elle découle de son ouverture, maximise le temps d'exposition, donc le nombre d'inventaires publicitaires qu'on peut vendre, et la valeur des inventaires publicitaires. Dans ces conditions-là, l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne considère que Meta ne peut pas ouvrir son écosystème, en bénéficier, mais restreindre l'accès à ces données dans des conditions qui ne soient pas objectives, transparentes et non discriminatoires. L'autre problématique que j'évoquais, qui est à l'inverse, plutôt l'ouverture à la donnée, ça peut créer des problèmes de droit de la concurrence, cette fois-ci en créant un risque d'entente. Un risque, donc, les ententes sont sanctionnées par les autorités de concurrence. Le cas le plus évident, le plus caricatural, c'est un cartel. C'est des concurrents qui vont, entre eux, décider de fixer des prix, se répartir des clients, etc. Quand on parle, par exemple, de data spaces, comme on l'a fait ce matin, un cas typique, ça pourrait être différents acteurs qui décident de se mettre sur une même place de marché pour vendre de la donnée. Ils deviennent concurrents pour la vente de cette donnée. Si chacun fixe son prix comme il veut, pas de problème. Si en revanche ces différents acteurs se mettent d'accord sur le prix de la donnée, pour le coup, ça peut être une entente anticoncurrentielle qui pourrait être détectée et sanctionnée. Thomas Dautieux, donc, qui est ici, que je vais présenter très rapidement et certainement maladroitement, il me corrigera si besoin, mais qui est directeur de l'accompagnement juridique à la CNIL. Alors, quand vous avez présenté, vous avez eu la délicatesse de ne pas forcément présenter la CNIL comme le gendarme des données, puisque quand on parle de la CNIL, c'est sur le gendarme des données. Et évidemment, la CNIL, ce n'est pas que le gendarme. Et c'est vrai que parfois, quand on parle de la CNIL, on identifie réglementation, protection des données et blocage, entre guillemets, dans l'utilisation des données, la transmission des données et leur utilisation, notamment dans le cadre de l'IA. Alors c'est quelque chose que je vais essayer de déconstruire en vraiment 5 minutes, pas plus, autour de trois idées. La première idée, c'est le RGPD en lui-même, donc le Règlement général sur la protection des données. C'est pas un facteur de blocage d'utilisation et de valorisation des données. C'est vrai que instinctivement, quand on connaît le RGPD, je pense que vous connaissez quand même ces grands principes, il y a des principes qui résonnent, qui peuvent se dire, mais en fait, tout ça va me bloquer. Quand on parle de principe de minimisation des données, ça veut dire pas trop de données, pas conserver trop longtemps, pas accessible à trop de personnes. Quand on parle de droits des personnes, ça veut dire que quand je vais collecter des données, je vais devoir informer les personnes, je vais devoir leur permettre d'exercer des droits. Donc tout ça fait une sorte de contrainte qui pèse sur ma volonté, peut-être en tant qu'entrepreneur ou même administration, de valoriser des données. Ça, c'est des choses qui sont vraies, évidemment. Le RGPD, il a pour objet de poser un cadre protecteur, mais il n'y a pas que ça. Il faut aller un peu plus loin et parfois, dans le RGPD, enfin même ce qu'on peut constater, nous, à la CNIL, c'est parfois une surinterprétation du RGPD, avec cette idée qu'il faudrait forcément obtenir le consentement des personnes, qu'une fois que j'ai un fichier, je ne peux pas en faire autre chose que ce pourquoi j'ai collecté les données. Et il y a plein de marges de manœuvre dans le RGPD. Je vais en citer quelques-unes. Sur les finalités, par exemple, le RGPD prévoit explicitement que lorsqu'on collecte des données pour une finalité précise, on peut les réutiliser pour une autre finalité, modulo ce qu'on appelle un test de compatibilité, je ne vais pas rentrer dans le détail, et le RGPD prévoit que pour des finalités de recherche, eh bien, la finalité est présumée compatible. Donc ça veut dire que si vous avez un fichier obtenu pour une telle finalité, vous pouvez, pour une finalité X, vous pouvez le réutiliser, notamment pour faire de la recherche, y compris de la recherche de personnes privées. De la même façon, il y a des exceptions, des aménagements pour l'information des personnes qui peut se faire de manière indirecte, pour l'encadrement des droits, de l'exercice des droits, etc. Donc, moi, mon premier conseil, c'est de bien connaître quand même le texte avant d'imaginer que c'est une sorte de rempart infranchissable. Il y a vraiment des marges de manœuvre. Il y a un grand principe dans le RGPD qui est celui de la responsabilisation. C'est au responsable de traitement de dire jusqu'où je considère que je peux aller et de le documenter et de faire cette réflexion, mais de ne pas voir ça comme étant une sorte de frontière totalement étanche. Ça, c'est le premier grand message, de dire dégonflons un peu ce mythe du RGPD qui bloquerait tout. Ensuite, peut-être pour répondre assez directement à Antonin sur l'importance des données, et de leur circulation, de leur mise à disposition des acteurs économiques européens, il y a dans une prise de conscience au niveau de la Commission européenne depuis quelques années, notamment dans le paquet numérique européen, où il y a un certain nombre de textes qui ont été adoptés et qui visent
à mieux faire circuler les données. Je vais en citer 3 et je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on se quitte à 18h. Le premier texte, je pense que vous le connaissez, c'est le DGA, le Data Governance Act, qui vise à instaurer de la confiance dans la transmission des données. Confiance vis-à-vis du secteur public, donc le secteur public est incité à mieux mettre à disposition les données. Confiance dans la transmission des données entre les acteurs avec la création d'un statut de PSID, de prestataire de services d'intermédiation de données, qui est censé inciter à proposer des données et inciter à les réutiliser. Et enfin, avec un système d'altruisme des données pour lequel la CNIL est compétent. Bon. Il y a un deuxième texte dont j'ai plus de mal à déterminer si oui ou non il va avoir un peu un effet Big Bang en matière de données. Alors, ce n'est pas forcément des données personnelles, quoique, mais en termes de données, c'est le Data Act qui part du principe qu'en fait, il est très facile de mettre à disposition des données et que ces données, une fois qu'elles sont mises à disposition du plus grand nombre, elles favorisent énormément l'innovation. Donc, il y a un petit coût de mise à disposition pour un énorme coût bénéfice pour les TPE et les PME. Donc, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail du Data Act. Ça vise les objets connectés à Internet, ça vise le cloud, et ça vise à permettre une meilleure mise à disposition des données au bénéfice ou des acteurs publics ou des TPE, PME. Il rentre en application en septembre. Et troisième point sur cette mise à disposition des données, c'est on voit arriver des projets, enfin des règlements et des projets de règlement sur des espaces de données ciblés. Notamment, il y a quelques mois, a été publié un règlement sur les données de santé, un espace européen pour les données de santé, qui vise à forcer un peu, en quelque sorte, à unifier et à forcer aussi un peu la mise à disposition des données. Parce que nous, on le voit quotidiennement, on a des acteurs qui investissent énormément d'argent, des CHU par exemple, dans des entrepôts de données de santé, donc ça coûte de l'argent, il faut rendre interopérables des tas de traitements, des tas de fichiers, et donc il faut le sécuriser évidemment, et donc on a un bel outil. Et derrière, on voit que ces mêmes CHU, ces mêmes établissements ou autres, ont toujours un peu de difficulté à mettre ces données à disposition d'autres, en disant, bah quand même, je ne dis pas que je préfère mes chercheurs, mais en tous les cas, c'est plus compliqué pour un chercheur qui ne fait pas partie de l'établissement d'accéder à ces données. Donc il y a un petit réflexe un peu corporatiste sur certaines des données, notamment en matière de données de santé, d'où ce règlement qui vient unifier les conditions de mise à disposition pour les utilisations secondaires, notamment pour la recherche médicale. Donc voilà, après je dirais un petit mot peut-être plus spécifique sur l'IA, mais je ne veux pas monopoliser la parole en ce début de table ronde. Et on aura l'occasion d'y revenir. Spécifiquement sur les données, alors c'est presque une question pour vous en fait, parce que je n'ai pas vraiment la réponse, mais je me demande si le régulateur ou le législateur en fait va assez vite, ou peut aller assez vite, parce que le problème c'est que la donnée donne un tel avantage, enfin l'utilisation abusive de données massives donne un tel avantage à l'entreprise qui en bénéficie que finalement cet avantage elle va le conserver. Et même des amendes qui arriveraient ex post finalement n'ont peut-être pas autant d'effet. C'est-à-dire que si on prend OpenAI, bon, ils ont probablement très nettement abusé lorsqu'ils ont entraîné leur premier modèle, mais en fait aujourd'hui ils génèrent des milliards de bénéfices et ils ont coincé des utilisateurs dans ChatGPT qui vont avoir beaucoup de mal à sortir de ChatGPT, même si on propose un partage de données qui permettrait plus globalement de créer des concurrents. Et c'est vrai pour toutes les entreprises type Uber qui entraînent leurs algorithmes avec des données qu'ils n'ont pas partagées. Leurs algorithmes ont énormément d'avance sur ceux que leurs concurrents pourraient avoir. Donc finalement, je me demande si en fait on peut réussir à gagner ce combat. Alors c'est vrai que le sujet régulation versus innovation fait l'objet de pas mal de rapports. Il y a un rapport Draghi qui est sorti il y a quelques mois sur le sujet et qui, à notre grand soulagement à la CNIL, ne pointe pas le RGPD comme étant un facteur empêchant l'innovation en Europe et ne propose pas la réouverture par exemple du dossier RGPD. Donc la Commission a décidé de le faire, de rouvrir, de voir dans un projet plus général s'il faut un tout petit peu modifier le RGPD. Alors pour l'instant, c'est une modification vraiment à la marge de la marge. En tous les cas, il n'est pas vu comme étant un facteur bloquant. Et on a d'ailleurs sorti, il y a quelques semaines, une étude sur notre site sur l'impact économique du RGPD. Alors, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Donc, il y a objectivement des coûts de mise en conformité,
supprimer des données qui auraient dépassé un certain délai, etc. Mais il y a aussi objectivement des avantages économiques pour les entreprises qui sont conformes au RGPD parce qu'elles créent de la confiance avec leurs clients. C'est documenté économiquement que certains clients ont plutôt tendance à donner plus de données parce qu'ils savent que derrière, ça ne va pas se balader un peu n'importe où. Et puis, entre entreprises elles-mêmes, il y a des entreprises qui font de la conformité à la protection des données au-delà de l'aspect seulement juridique, mais aussi un peu éthique. Problème du droit de la concurrence et des réglementations qui visent à appréhender, comme le DMA, les relations concurrentielles sur un marché, très compliqué de rester à jour. Et donc, comment on favorise réellement l'innovation dans ce monde de la donnée? Comment on évite que dans quelques années, ce marché soit parfaitement figé avec quelques acteurs qui ont constitué des monopoles absolument énormes? Et comment on favorise réellement, et cette vision des data space européenne, est-ce qu'elle a, sectorielle d'une certaine façon, est-ce qu'elle a un avenir et comment vous voyez ça? Particulièrement expert, je pense que l'IA, c'est quand même aussi une opportunité importante en termes de réduction des coûts d'entrée à l'entrepreneuriat, puisque maintenant, vous avez tout un tas de tâches périphériques, type comptabilité, administration, etc., que vous pourrez bientôt déléguer complètement à des IA. Donc ça libère du temps, et puis par ailleurs, ça permet, vous le savez mieux que moi, mais de développer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Donc finalement, ça donne accès à l'entrepreneuriat pratiquement à un plus grand nombre de personnes. Maintenant, le problème, vous avez effectivement une concurrence très accrue, et puis des acteurs déjà très dominants qui vont de toute façon, tôt ou tard, s'intéresser à vous si vous commencez à sortir un peu la tête de l'eau. Alors, parfois d'ailleurs c'est même la motivation pour les entrepreneurs, mais il y a quand même juste deux choses. C'est que on a parlé tout à l'heure de productivité européenne. Un des facteurs qui est mis en avant dans le rapport Draghi que vous avez cité, et aussi à peu près dans toutes les discussions, c'est la fuite des entrepreneurs vers d'autres cieux, souvent outre-Atlantique. Et quand vous leur demandez pourquoi, il y a deux raisons. La première, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des financements en Europe une fois passés les 5 premières années de leur vie. Donc ça, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais le deuxième qui donne, c'est souvent la régulation, plutôt l'empilement des régulations qui fait qu'ils ont besoin finalement donc il y a un coût, comme vous l'avez dit, supplémentaire à être en conformité en Europe par rapport à d'autres pays, qui peut-être a des bénéfices derrière en termes de confiance qu'accordent les clients, mais qui pour les jeunes entreprises et les petites entreprises est quand même assez coûteux et assez rapidement. Donc finalement, ça pèse sur l'innovation de ce point de vue-là, puisque les entrepreneurs quittent l'Europe. Alors pas que à cause de la RGPD, heureusement, mais c'est surtout à cause de l'accumulation de toutes les réglementations. Peut-être pour répondre directement à cette question, il ne faut pas croire, alors je ne suis pas un spécialiste, mais il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, c'est le paradis absolu en termes de réglementation. Chaque État fédéral a sa propre réglementation, c'est pour certains d'entre eux en matière de protection des données, en termes d'IA, et on voit des fois des procès en Alabama sur telle donnée, et puis l'État de New York fait tel truc. Pour les entreprises américaines, c'est aussi hyper compliqué d'avoir un État fédéral avec des réglementations, et c'est pour ça qu'il y a quelques années, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, on avait des gros acteurs, des gros GAFA qui disaient écoutez, nous les régulations sectorielles, fédérales en matière de protection de données, ras-le-bol, parce que l'autorité californienne, elle ne demande pas la même chose que l'autorité en Floride, que sais-je, on veut une législation nationale. Ce qui était quand même un petit peu étonnant de dire nous on veut un truc qui vient réguler. Après, pour répondre plus directement à votre question, c'est vrai que le rôle de la CNIL n'est pas de faire en sorte qu'il y ait une transmission des données de manière à favoriser une innovation à tout crin. C'est vrai que c'est pas la CNIL est une autorité de protection des droits fondamentaux. Néanmoins, dans un certain nombre de textes, il y a un mécanisme qui peut-être marcher, pour l'instant ça marche pas très bien, mais qui pourrait marcher, qui est de donner la faculté aux personnes elles-mêmes de faire jouer la concurrence entre les acteurs économiques avec leurs données. Donc il y a le droit à la portabilité dans le RGPD, qui honnêtement ne marche pas très bien, et c'est vraiment dommage. La faculté qu'ont les personnes de récupérer les données et d'aller les porter auprès d'un autre responsable de traitement en disant moi ce réseau social j'en veux plus, j'en veux un autre, c'est quand même un beau mécanisme qui favorise certes la protection des données, mais aussi l'innovation. Et je l'ai cité il y a quelques instants, il y a aussi ce mécanisme d'altruisme dans le DGA qui est de dire moi j'ai des données me concernant, je trouverais super qu'elles soient utilisées par tel chercheur, par telle association, et je les mets à disposition. Malheureusement, ça ne marche pas très bien, mais il y a des outils intéressants, et peut-être que dans quelques années, en fait, ça marchera, je ne sais pas. Peut-être juste pour rebondir sur le point, Thomas, que vous évoquiez des data spaces et
contraintes que le droit de la concurrence peut faire peser sur la manière de les structurer. Je pense que c'est beaucoup plus une question de modalité qu'une question de principe. Bien le fait que mettre de la donnée publique à disposition peut créer de nouveaux marchés et de la concurrence entre les acteurs historiques et de nouveaux acteurs. Ce serait bien qu'on arrive à ne pas opposer systématiquement innovation et régulation, ce qui, à mon avis, implique de remettre un peu le débat sur la table, de savoir exactement ce qu'on veut, et qu'à chaque fois qu'on réfléchit à une nouvelle régulation, qui, à mon avis, est très importante, notamment sur l'IA, parce que sur l'IA, ça va tellement vite qu'on n'a jamais pris une seconde pour réfléchir à ce qu'on voulait faire et où on voulait aller et quelle société on veut. Donc je pense que c'est bien qu'en Europe, on fasse les choses un peu différemment. Mais par contre, il faut le faire de manière consciente parce que en fait, toute régulation a un impact économique, même si elle est de bonne, elle émane d'un bon sentiment. Et en Europe, on a un peu cette schizophrénie de vouloir être à la fois les États-Unis et à la fois une zone très vertueuse sur plein de domaines. Donc voilà, j'espère que ce débat sera plus amené et plus facilement mis en avant. Je pense que du point de vue de la pratique du droit, ce qui fondamentalement fait qu'une régulation, une réglementation est facile à mettre en œuvre, c'est sa stabilité, sa prévisibilité. En ce moment, il y a un peu un foisonnement, notamment à Bruxelles, où voilà, il y a eu le DMA, le DSA, le DGA, le Data Act, l'IA Act. Le fait qu'il y ait un millefeuille, c'est un fait, mais l'évolution permanente du millefeuille, c'est peut-être encore plus compliqué en réalité. Je ne suis pas ces sujets de très près, mais je comprends qu'il y a des discussions sur une réouverture du texte du RGPD qui sont en cours. À nouveau, voilà, on n'a pas énormément de recul encore sur une réglementation qui est entrée en vigueur en 2018. Ça fait que 7 ans. Certes, les modèles d'affaires évoluent, certes, le monde économique évolue plus vite que le droit, mais fondamentalement, avoir des règles prévisibles, ça crée de la sécurité juridique. Pendant les X années à venir, de façon à voir l'effectivité des règles, voir ensuite s'il faut les modifier ou pas. Je pense qu'on est bien armé quand même. On a des textes avec des principes qui sont assez souples et qui peuvent s'adapter, confère ce que j'ai dit il y a quelques instants, RGPD et IA. Donc voilà, laissons les régulateurs et les acteurs s'en emparer avant de rouvrir un quelconque chantier, je trouve.